Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, la mixité territoriale à tous les étages, acteurs, outils, bénéficiaires. Chapitre 1. Les principes de la décentralisation confrontés à l'évolution de la mixité des modes de gestion. Quelques considérations sur la décentralisation. Par Raphaël Piastra, maître de conférence, habilité à diriger des recherches en droit public à l'Université Clermont-Auvergne. S'il est un domaine sur lequel Claude Devesse a beaucoup travaillé, tant comme universitaire que comme avocat, c'est bien celui de la décentralisation. C'est sur cette thématique, en pleine actualité, que nous allons dire quelques mots. Ils seront ceux d'un constitutionnaliste en hommage à un administrativiste. Au sein de ses enseignements à l'Université d'Auvergne, devenue Clermont-Auvergne, Claude a essentiellement professé le droit administratif et son contentieux. Durant nos études à la faculté, l'école, étant de L'Ancien Monde, nous ne nous y faisons pas, de droit de Clermont, nous l'avons eu dans ces matières. Ce fut aussi le cas pour un cours de droit public économique de maîtrise. Cours sur lequel, quelques années plus tard nous avons même assuré des TD. Et ce fut parfois tendu tant Claude était exigeant. Droit administratif, contentieux administratif, on ne compte plus les articles et notes signés C. Devesse. Il aura juste manqué un ouvrage. Dommage. De même combien de consultations prodiguées et de dossiers plaidés. La décentralisation y avait, et y a car il produit toujours, une place substantielle. Loin de nous l'idée de livrer une analyse sur ces matières un tant soit peu, dévésienne. Nous avons pensé qu'une approche historique serait le moyen le plus opportun de contribuer à ces mélanges. Dès lors, et parce que la VE est notre domaine de prédilection, nous axerons notre analyse au prisme de cette date si symbolique et celle de 1958. Alors oui, Claude, c'est une démarche chronologique que nous allons adopter. Au rebours de ce que, comme d'autres de nos collègues, vous nous avez conseillé, nous aborderons d'abord la décentralisation avant 1958, puis après 1958, 2. 1. Les grandes lignes de la décentralisation avant 1958. Nous allons donc voyager de l'Ancien Régime à 1958. Sous l'Ancien Régime, l'organisation de notre pays a été durant des siècles centralisée. On peut faire remonter cela à la monarchie. L'État c'est moi, proclamait Louis XIV. Il résumait ainsi parfaitement ce que ses prédécesseurs avaient instauré, et ce que lui amplifia de façon paroxystique. Mais aussi ce que ses successeurs pérennisèrent d'ailleurs. Rappelons que c'est dès la fin du XVIIe accent grave, que le monarque envoie en mission dans les provinces des commissaires chargés d'inspecter les différentes autorités et de prendre les mesures nécessaires. Ce sont ensuite les intendants. Leur dénomination officielle est « intendants de justice, police et finances ». Ils étaient les personnages centraux de l'administration royale dans les provinces. Leur rôle s'apparentait un peu à celui des actuels préfets. La mission des intendants est d'abord ponctuelle et temporaire, afin d'éviter la tentation de recréer des féodalités. Quelle est-elle ? Inspecter les pouvoirs locaux et informer le monarque. Leur mission devient permanente à l'issue de la guerre de 30 ans. En 1648, ils sont supprimés. 5 ans après, ils sont rétablis. Si certains sont connus, Fouquet-Turgot, d'autres le sont moins. Ainsi Monthyon, avocat de formation, officia en Auvergne. Écrivain à ses heures, on lui doit notamment une éloge de Michel de l'Hospital, couronné par l'Académie française en 1777. C'est d'ailleurs dans cette Auvergne que naquit Michel de l'Hospital, professeur de droit lui aussi, en 1505 au château de la Roche à Chaptuzat, près d'Aigueperse. Un des amphithéâtres, le plus beau de l'école de droit de Clermont, porte le nom de ce dernier. Claude y a longtemps professé. En 1720, durant la Régence, John Law, surintendant général des finances, estime que 30 intendants gouvernent la France. À partir de la Révolution. Pendant la Révolution de 1789, vont s'opposer les Jacobins centralisateurs et les Girondins fédéralistes. Ce sont les premiers qui sont aux commandes du pays, incarnés par Robespierre ou l'Auvergnat-Couthon. Cependant un cadre territorial nouveau est mis en place en 1790. Le département. Ainsi une relative autonomie est donnée aux premières collectivités locales,
basée sur l'élection et la collégialité. À noter que c'est sous la pression de l'opinion publique que Louis XVI retira la plupart de leurs pouvoirs aux intendants pour les donner aux assemblées provinciales instituées entre 1778 et 1787 dans la majorité des généralités. En 1789, les cahiers de doléances donnent une température brûlante du pays. Lesdits cahiers sont les ancêtres directs des cahiers éponymes du grand débat impulsé par Macron, découvrant ainsi l'existence des territoires et des corps intermédiaires. La disparition des assemblées provinciales fut décidée par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1789. C'est sous le Consulat que la loi du 28 Pluviose en 17 février 1800 crée les préfets, les conseils généraux et les conseils de préfecture. On a là le premier mouvement de déconcentration de l'État français, basé sur le département, qui est amorcé en France. Le préfet devient l'autorité centrale et unique de ladite déconcentration dans le ressort territorial du département. Il est assisté de sous-préfets dans les arrondissements. Selon la même loi, dans le département, le préfet sera chargé seul de l'administration. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon qualifiera les préfets d'empereurs au petit pied. Si cette formule traduit l'étendue de leur pouvoir, elle en fixe aussi les limites. Ce que l'on appelle le modèle napoléonien de l'administration a été très bien décrit par Chaptal. Le préfet, essentiellement occupé de l'exécution, transmet les ordres au sous-préfet, celui-ci au maire des villes, bourgs et villages, de manière que la chaîne d'exécution descend sans interruption du ministre à l'administré et transmet la loi et les ordres du gouvernement jusqu'aux dernières ramifications de l'ordre social avec la rapidité du fluide électrique. N'a-t-on pas là ce qu'on appelle aussi le modèle français d'administration ? Le premier préfet du Puy-de-Dôme fut Marie-Jean-Baptiste Antoine Ramet de Sugny. Le 8 juillet 1920, la ville de Clermont-Ferrand donna son nom à une place du centre-ville, proche de la préfecture, la place Sugny. Par la suite, la Restauration, sous l'impulsion de Louis XVIII, conserve les départements et leur administration. Outre qu'elle avait démontré son efficacité, l'institution préfectorale napoléonienne s'était très largement ouverte, sous l'Empire, à l'aristocratie. La déconcentration continue ainsi à s'installer. Sous la monarchie de Juillet, le rôle du préfet évolue et la déconcentration avec. Ainsi, à l'instar du préfet Rambuteau pour le département de la Seine, qui transforma Paris par de l'eau, de l'air, de l'ombre, les préfets sont investis d'un rôle de chef de file en matière économique, sociale et urbanisation. Ainsi, ils sont à l'origine de nombreuses initiatives économiques pour soutenir l'industrie naissante, mais aussi dans le domaine social, pour lutter contre la pauvreté, soutenir le développement de l'instruction primaire, développer les œuvres de bienfaisance, la salubrité publique, etc. La monarchie de Juillet va amorcer une sage évolution décentralisatrice, avec la loi du 22 juin 1833. Les conseillers généraux, nommés jusqu'à présent par le gouvernement, sont désormais élus au suffrage censitaire. Ils peuvent mener des actions publiques et même éclairer le préfet et le gouvernement sur les besoins et les ressources du département. Mais centralisme oblige, leur pouvoir de décision est très encadré et le vrai décisionnaire reste tout de même le préfet. Devenu ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement provisoire de 1848, Alexandre Ledru-Rollin, encore un avocat, Claude, remplace les préfets par des commissaires de la République, excepté les préfets de police, et les sous-préfets par des sous-commissaires républicains. On parle d'une épuration anti-orléaniste. Mais selon Pierre-Henry, il s'agit d'une réforme minuscule, sans profit pour personne et très éphémère puisqu'elle dura 3 mois, pas plus. La Seconde Empire va se révéler comme une période profitable à la déconcentration. Ainsi sont attribués de nouveaux pouvoirs aux préfets, par le décret du 25 mars 1852. Il s'agit ici du premier texte français de déconcentration. Son préambule resté célèbre, on peut gouverner de loin mais on n'administre bien que de près. L'action du préfet Haussmann à Paris est incontestablement la plus révélatrice de la période. À la suite de Rambuteau, celui-ci va assurer la plus importante transformation de Paris, grand boulevard immeuble, du XIXe. Puisque de Paris il s'agit, il faut tout de même rappeler qu'elle reste le symbole de la centralisation. Avec Pierre Legendre, rappelons que pôle décisionnel historique de référence,
Paris est certes capitale politique, mais aussi économique et sociale. C'est la théorie de la métropolarchie. De son côté, Jean-François Gravier publie en 1947 Paris et le désert français. Le constat de cet ouvrage n'est-il pas à certains égards encore d'actualité ? Le Grand Paris ne va qu'accentuer les choses. Sans compter le poids de la grande région Île-de-France. À partir de la Troisième République. Celle-ci va conforter l'institution préfectorale, en faisant notamment un facteur de diffusion des idées républicaines. Mais une certaine émancipation des collectivités locales émerge. Des lois importantes sont votées. Ainsi la loi départementale du 10 août 1871, qui donne au département le statut de collectivité territoriale et le dote de pouvoir de décision. Ensuite, celle du 28 mars 1882 établit l'élection des maires, sauf à Paris. Enfin, la loi municipale de 1884 attribue des pouvoirs décisionnels aux communes. Cependant, le préfet reste l'élément central dans le processus de modernisation du pays. Là encore, centralisme oblige. Durant la Première Guerre mondiale, les préfets, en particulier ceux des départements envahis, sont investis de lourdes tâches. Approvisionnement de l'armée, ravitaillement et sécurité des populations, etc. Ils pallient le plus souvent les carences de l'État, en tentant même de l'incarner. Un décret-loi du 5 novembre 1926 sur la décentralisation et la déconcentration administrative va influencer grandement le rôle des préfets et des sous-préfets dans le but d'accroître leur rôle et leur autorité pour déconcentrer l'administration. Ainsi l'étau de la centralisation commence à se desserrer quelque peu. De 1830 à 1939, on se dirige vers une certaine démocratisation locale. Quant à la Seconde Guerre mondiale, elle va être pour les préfets une période très particulière dans le contexte d'un État déliquescent. Il y a ceux, les plus nombreux, qui s'engagent dans la résistance, et ceux qui choisissent l'infamie de la collaboration. Au titre des premiers, une quarantaine meurt pour la France. Le plus célèbre d'entre eux est Jean Moulin, représentant du général de Gaulle à Paris dès juillet 1940 et préfet d'Eure-et-Loir, tué par les nazis en juillet 1943. D'autres, comme Maurice Papon, choisiront la fidélité au régime dit de Vichy. Le Vichysois que nous sommes exècre la stigmatisation de sa ville natale. Rappelons à quelques mauvais ou incultes esprits que si Vichy a été choisi capitale, c'est essentiellement en raison de sa capacité hôtelière. Dans la Reine des villes d'eau, il n'y a pas eu plus de collabos qu'ailleurs. Notre défunt collègue Geffrelâtre a écrit dans les années 80 un ouvrage intitulé « Les complexes de Vichy ». Déjà, il estimait que cette dernière devait en sortir. Nous estimons aujourd'hui qu'elle ne doit plus en avoir. En matière d'organisation territoriale, la vérité, notamment juridique, impose de constater que c'est le dit régime qui va renouveler une partie de ladite organisation par déconcentration. D'abord en renforçant considérablement les pouvoirs du préfet. Ainsi, la loi du 13 octobre 1940 supprime les conseils généraux et confie leurs pouvoirs au préfet. Celle du 16 novembre 1940 dissout les conseils municipaux, des communes de plus de 2000 habitants, et les remplace par des commissions municipales dont les membres sont désignés essentiellement par le préfet. En matière de déconcentration, une loi du 23 avril 1941 crée la fonction de préfet régional. Dès janvier 1941 est mis en place le cadre national des préfectures. À partir de 1945, des évolutions profondes vont encore marquer la déconcentration française. Étape clé, l'École nationale d'administration, ENA, créée par l'ordonnance numéro 45-2283 du 9 octobre 1945 par le gouvernement provisoire de la République française, alors présidé par le général de Gaulle. Michel Debré en sera le premier directeur. Cette décision va profondément bouleverser la structure même de l'administration publique française. Il est question de la supprimer au profit d'une improbable « École nationale des services publics ». ENA, formant la majeure partie des magistrats du Conseil d'État qui délivrent quelques grands arrêts, cauchemar de générations d'étudiants en droit. Les 10 arrêts faisant l'objet de si nombreuses notes auxquelles Claude s'est si souvent attelé. L'ENA est aussi le principal vivier de recrutement des hauts fonctionnaires de la haute administration française, 80% des préfets et ambassadeurs.
La majorité des présidents de la V-République en sont aussi issus, VGE auquel Claude s'est politiquement opposé sur Chamalières, J. Chirac, F. Hollande, Macron. Notons que ce dernier veut avec raison remplacer l'ENA par une école nationale des services publics, à cette notion de service public si chère aux administrativistes. Cette nouvelle école serait plus ouverte sur la société actuelle. Il y en a besoin selon nous. Lieu principal de formation des élites de la nation, l'ENA est depuis quelques décennies objet de critiques. Ainsi dans leur livre Les Héritiers, publié en 1964, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron décrivent comment l'ENA est monopolisée par les héritiers de la culture dominante. 3 ans plus tard, J.P. Chevènement, qui en est pourtant issu, parle à lui de l'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise. Alors qu'elle faisait partie de nos objectifs d'étudiants, nous avons eu quelques conversations avec Claude là-dessus. Notamment parce qu'elle impliquait de faire un cursus de sciences politiques quand Claude plaidait pour celui de droit public. Une fois préfet, ou sous-préfet, directeur de cabinet ou secrétaire général, l'énarque devient le vecteur essentiel de la déconcentration. Mais aussi, depuis 1982, un acteur important de la décentralisation. Le problème, c'est que paradoxalement, il est en général assez déconnecté des réalités locales. Nous avons côtoyé des directeurs de cabinets préfectoraux qui partaient de Clermont, où ils avaient été exilés, sans s'être éloignés du périmètre de la préfecture, sise en plein centre, dans laquelle ils officiaient. Entre 1945 et 1958, il y a eu un certain nombre de réformes vers plus de déconcentration et même vers la décentralisation. Les élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945 consacrent la première participation élective des femmes, suite à l'ordonnance du 21 avril 1944, prise par le général de Gaulle. Le projet de constitution du 19 avril 1946 prévoit la constitutionnalisation des communes, départements et territoires d'outre-mer. Également, il proclame le principe de leur libre administration dans le cadre de la loi. Or ce projet ne sera pas repris par la Constitution de 1946. On peut dire qu'entre 1944 et 1982, on assiste à une lente consécration de la décentralisation. 2. La décentralisation à partir de 1958. L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que si la France est une république indivisible, il n'en demeure pas moins que son organisation est décentralisée. Le général de Gaulle, auquel Claude connaît mon attachement, n'était pas vraiment un décentralisateur. Outre sa conception de l'État, cela s'explique aussi par le fait qu'il n'est pas un élu local, et qu'il n'a jamais souhaité l'être. En revanche, il est favorable à une déconcentration plus avancée. Mais au gré de ses nombreux déplacements en province, il a conscience qu'il faut mieux prendre en compte ce qu'il appelait les territoires ou la province. Il les connaissait bien mieux que certains élus locaux d'ailleurs. Le décret du 14 mars 1964 constitue ainsi une avancée à 2 principaux égards. Institutionnalisation du préfet de région, création dans chaque région d'une CODE, Commission de développement économique régional. Visionnaire, le général est persuadé que l'avenir des territoires passe par les régions. Il va l'apprendre un peu à ses dépens. Ainsi, le référendum du 27 avril 1969 proposant en particulier la création des régions comme collectivités territoriales, est malheureusement rejeté par les Français. De Gaulle prend acte et quitte, comme on le sait, le pouvoir. G. Pompidou, un Cantalou comme Claude, le successeur élu du Cantal, connaît les problèmes des territoires et notamment l'enclavement de son département. Sa vision est assez décentralisatrice. Pour autant, il n'y a pas de réforme fondamentale en ce domaine. Exception faite de la loi du 5 juillet 1972 qui a créé des établissements publics régionaux, EPR. Durant sa présidence, VGE n'a pas impulsé de réforme spéciale en matière de décentralisation. À la tête de la région Auvergne, en revanche, il va participer du désenclavement de l'Auvergne, mise en place de l'autoroute Clermont-Ferrand-Montpellier, agrandissement un peu démesuré, rénovation et modernisation de l'aéroport de Clermont, inauguration du premier train corail Clermont-Paris. Si VGE, comme d'autres barons régionaux à l'époque, ont pu œuvrer à développer leur territoire, c'est en raison d'une réforme fondamentale sous la Vey,
Les lois de décentralisation de 1982 votées sous F. Mitterrand, voyez Claude, même si ce pas mon président préféré, je sais rendre à celui qui vous était cher ce qui lui revient. Les régions vont désormais être élues au suffrage universel direct et dotées de compétences importantes. On peut donc affirmer qu'il a fallu attendre les lois de 1982 pour consacrer la décentralisation en France. Durant sa campagne, le candidat Mitterrand l'avait prévu dans ses 110 propositions. Une fois élu, il chargea l'inénarrable Gaston Defferre, devenu ministre de l'Intérieur, de piloter cette réforme. En effet, la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, constitue, avec la quarantaine de lois et le double de décrets d'accompagnement, ce que l'on appelle l'acte I de la décentralisation. Voilà une réforme à laquelle CDVS a consacré un grand nombre d'analyses, laudatives pour la plupart. Par la suite, la France se décentralise de plus en plus avec un certain nombre de lois. Ainsi celle du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, loi ATR, va consacrer déconcentration et décentralisation et renforcer la coopération locale. La décentralisation va se poursuivre en s'adressant aussi aux collectivités situées en Outre-mer. Ainsi, la loi organique du 12 avril 1996 sur la Polynésie et la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 sur la Nouvelle-Calédonie attribuent plus d'autonomie à ces territoires. Par la suite sont votées les lois du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, LOADT, dite loi Pasqua. Le 12 juillet 1999, c'est au tour de lois relatives au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, loi Chevènement. Elle vise à renouveler notamment les règles concernant la coopération intercommunale. Elle ne sera pas vraiment une réussite. La Corse n'est pas en reste avec les lois du 13 mai 1991 et du 22 janvier 2002 concernant l'évolution de son statut, qui est toujours assez particulier au sein de la République. En 2003, une avancée significative est donnée à la décentralisation. Ainsi est votée la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, dite Acte II de la décentralisation, et des lois d'application. Cette dernière acquiert une valeur constitutionnelle consacrée par le titre 12 de la Constitution. Pour faire simple, cette loi met en place 4 axes de changement: l'organisation décentralisée de la République, art premier de la Constitution, la démocratie locale directe, l'autonomie financière des collectivités territoriales et le statut des collectivités d'outre-mer. Par la suite, le processus de décentralisation est un temps à l'arrêt. Cependant, on s'aperçoit qu'il faut le relancer, car la demande territoriale est forte. Il va être réactivé par le biais de plusieurs lois. Ainsi la loi du 16 décembre 2010, votée sous N. Sarkozy, qui ambitionnait la simplification des structures territoriales, communes, intercommunalités, départements, région, la réduction du nombre d'échelons territoriaux, la clarification des compétences et des financements. Il était prévu notamment la suppression des conseillers généraux et régionaux par des conseillers territoriaux. Cette loi n'aura pas le temps d'être véritablement appliquée, et elle sera annulée par Hollande. Le quinquennat de ce dernier se singularisera par des réformes assez importantes en matière de décentralisation. On a parlé des acte 3 de la décentralisation. Ainsi le 27 janvier 2014 est votée la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPTAM. Celle-ci vise à rétablir la clause générale de compétence pour les régions et départements, qui devait disparaître en 2015. Le texte prévoit notamment de clarifier les conditions d'exercice de certaines compétences des collectivités territoriales en instaurant des chefs de file. Par la suite, la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Mesure phare, la France est désormais découpée en 13 grandes régions au lieu de 22. Ainsi l'Auvergne est rattachée à Rhône-Alpes avec à sa tête un Auvergnat en la personne de l'ambitieux Laurent Wauquiez, au demeurant ancien maire du Puy-en-Velay. Enfin, dernière réforme importante du mandat de F. Hollande, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe, pouvait-on trouver une dénomination plus curieuse? Cette loi confie de nouvelles compétences aux régions. Elle est complétée par une loi qui modifie le découpage de ces dernières et présente le calendrier électoral des élections régionales et départementales. Le texte supprime la clause générale de compétence pour les départements et les régions. Mais surtout, cette loi renforce le rôle de la région en matière de développement économique. Cette dernière devient d'ailleurs l'acteur territorial majeur en la matière. Pour achever ce rapide panorama, on doit énoncer ce qu'il en est de la décentralisation sous Macron. Durant sa campagne présidentielle, il avait annoncé un projet de fusion des instances départementales et métropolitaines en s'inspirant de l'exemple du Grand Lyon. Ce projet ne semble pas convenir vraiment aux élus locaux. Dans son projet de révision constitutionnelle, dévoilé le 9 mai 2018, le gouvernement Philippe prévoit de mettre fin à l'uniformité d'application de la loi en France métropolitaine, au nom d'un droit à la différenciation des collectivités territoriales de l'Hexagone. Macron a ainsi annoncé un pacte girondin entre l'État et les collectivités territoriales. Selon le projet, un droit à différenciation passerait par la généralisation de l'expérimentation locale. Ne reviendrait-on pas là à une logique territoriale qui prévalait sous l'Ancien Régime, et ci-dessus évoquée? Voltaire y déplorait alors que l'on changeât aussi souvent de loi que de chevaux de poste. Durant le grand débat, et au gré de son tour de France, le président Macron s'est déclaré prêt à rouvrir le débat de la loi NOTRe, dont les modalités d'application ne semblent pas satisfaire les élus. Tout en précisant qu'il ne fallait pas tout détricoter, mais pragmatiquement améliorer les choses. Plutôt qu'un acte 4, ne faudrait-il pas songer à une pause et à des états généraux de la décentralisation? Les projets territoriaux actuels semblent à tout le moins quelque peu abscons. Nul doute que Claude, toujours actif retraité universitaire, ne manquera pas de donner son analyse sur ce point. Nous sommes un peu ombrageux, nos rapports furent donc parfois tumultueux. Mais le temps est passé, ils sont devenus apaisés et nous avons bien sympathisé. L'aménagement du territoire, une ambition pour tous les territoires. Par Jean-Yves Goudbel, docteur et sciences économiques, ancien président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, ancien vice-président de l'Assemblée des départements de France, ancien professeur associé à l'Université d'Auvergne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France a su innover en imaginant un modèle de planification compatible avec l'économie de marché et en jetant les bases d'une politique originale d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, comme politique publique définie et conduite par l'État, est parti du diagnostic dressé par Jean-François Gravier en 1947 dans son ouvrage célèbre au titre évocateur, Paris et le désert français. Il est vrai qu'en analysant la répartition des activités et des hommes sur l'Hexagone et en prolongeant les tendances lourdes, le risque apparaissait nettement d'une France dominée par Paris et son agglomération, et d'une désertification progressive et irréversible d'une grande partie du territoire. Certes, il existait des bassins industriels encore puissants, notamment dans le Nord et l'Est, mais ceux-ci n'étaient pas à l'abri du déclin. C'est du reste ce qui s'est produit dans les années 1960 à 1970 avec la crise du textile et celle de la sidérurgie. La France rurale était vouée à une hémorragie démographique, du fait de la mécanisation de l'agriculture et du modèle intensif qui semblait s'imposer. Quelques hommes politiques et de hauts fonctionnaires avaient pris la mesure de ce double danger. La liste des noms est longue, citons-en quelques-uns. Eugène Claudius Petit, Philippe Lamour, Pierre Mendesfrance. C'est d'ailleurs sous le gouvernement de ce dernier que va être instaurée, en 1955, la procédure de l'agrément qui permettait de contrôler, voire de juguler, l'attractivité parisienne. Dans la foulée, le 30 juin 1955, une série de textes réglementaires que l'on doit au gouvernement d'Edgar Faure vont parfaire le dispositif qui constituera le fondement du modèle français d'aménagement du territoire. La Ve République ne va pas interrompre le mouvement,
elle va l'amplifier avec notamment la création par le général de Gaulle de la DATAR en 1963, Administration interministérielle de mission, pilotée par Olivier Guichard. La DATAR, outil de définition et de mise en œuvre de l'aménagement du territoire, mais aussi outil de réflexion et de prospective. Dans le même temps, l'Union européenne, dont l'appellation n'apparaîtra que plus tardivement, voyait ses bases se poser avec le traité de Rome 1957, signé pour la France par Maurice Faure. C'est ainsi que se profilait l'ouverture des économies nationales, d'abord au niveau européen, puis à l'échelle mondiale. À partir de là, comme cela avait été mis en lumière par le 6e plan, notre économie comportait certes un secteur administré, un secteur abrité, protégé de la concurrence extérieure, mais aussi un secteur exposé à la concurrence étrangère notamment dans le domaine industriel et une partie des services. Un double mouvement devrait alors se produire, l'ouverture de l'économie française et la montée en puissance des institutions européennes. Il faut y ajouter, à partir du début des années 1980, un vaste mouvement de décentralisation. Ces trois facteurs ont conduit à une forme d'éclatement de la compétence, aménagement du territoire. Désormais, l'aménagement du territoire devenait une compétence partagée entre l'Europe, l'État et les collectivités locales, sans réel leadership, d'autant que les moyens financiers de l'État commençaient à se raréfier. L'impératif de compétitivité de l'économie française dans une économie ouverte était affiché comme la priorité. De telle sorte que l'on a vu notre modèle d'aménagement du territoire passer d'une stratégie de solidarité des territoires à une stratégie de compétitivité des territoires. Ces deux types de stratégies ont même parfois cohabité dans un subtil équilibre. La politique d'aménagement du territoire aura porté ses fruits, meilleure maîtrise du développement de la région parisienne, développement de pôles économiques répartis sur le territoire. Sans doute a-t-on pensé en haut lieu que l'œuvre de l'aménagement du territoire était achevée. Pourtant, la France du XXIe siècle qui se dessine sous nos yeux est loin d'être un modèle achevé d'équilibre géographique. La marge de progrès est large. La région parisienne s'est renforcée. Sans doute était-il nécessaire de disposer d'une grande métropole capable de rivaliser avec Londres, Berlin ou d'autres capitales. Mais tout cela au prix de coûts collectifs considérables, notamment en matière de qualité de l'environnement et de développement durable. La géographie française est marquée par un développement des périphéries. Zone côtière et sur la partie continentale, la France affleure l'axe européen de développement nord-ouest, sud-est qui va des îles britanniques et des Pays-Bas au nord de l'Italie. De nouveaux déséquilibres se dessinent et des territoires sont exclus et se sentent abandonnés. Les pouvoirs publics ont cru remédier à cette situation d'une France à deux vitesses, par un arsenal législatif souvent mal réfléchi et mal affiné. Nous pensons à la loi MAPTAM et la loi NOTRe, imaginant que c'est en dupliquant les modèles territoriaux allemands ou italiens que l'on allait tout régler. C'était faire fi d'une différence historique majeure. L'Allemagne comme l'Italie ont fait leur unité récemment, à la fin du XIXe siècle avec une intégration d'États qui disposaient de capital structuré, profilant pour certaines des métropoles tandis que la France dont l'unité est plus ancienne, restait marquée par la prééminence singulière d'une grande métropole, Paris, sans un réel réseau de villes de poids à l'échelle de l'Europe. La France, ou plutôt une partie de la classe dirigeante, sur l'ensemble de l'échiquier politique, s'est subitement convertie au Big is Beautiful, tout simplement par manque de réalisme et d'imagination. Dans le même temps, la France a créé le Commissariat à l'égalité des territoires qui se substitue à la DATAR comme si l'égalité des territoires était un objectif souhaitable ou tout simplement réaliste. Faudrait-il niveler la France ? L'idéologie de la métropolisation, véhiculée par d'aucuns, repose sur une base fausse. En effet, contrairement à ce que proclame l'INSEE, le monde rural ne se réduit pas à 15 ou 20% de la population française. Eurostat, qui est un organisme qui fait autorité et qui produit les statistiques officielles de l'Union européenne, estime que le taux d'urbanisation réel en France est de près de 42%, donc près de la moitié des 80% de l'INSEE. Comme l'écrit Christophe Guilly II, la réalité pèse peu face à l'idéologie.
La métropolisation sera donc présentée comme un processus progressif et positif. Ces effets négatifs sont passés sous silence, notamment le fait que les métropoles coûtent cher. Dotation financière de l'État par habitant plus élevée, rapport plus fort entre le nombre de fonctionnaires territoriaux et le nombre d'habitants, dépenses considérables de rénovation urbaine, pollution, difficultés de circulation, problèmes de sécurité, saturation de l'espace public, dégradation des services publics et des solidarités. Et Christophe Guilly d'ajouter que la réforme territoriale, il fait allusion à la loi NOTRe, et la disparition annoncée et programmée de la dernière collectivité visible de ce qu'il appelle la France périphérique, le département, sont devenus les dogmes d'une partie de la classe dominante qui, sûre de détenir la vérité, a trop souvent fermé ainsi le débat. Eh bien non. La France est une mosaïque de territoires qui, pour certains d'entre eux, ont illustré leur capacité à innover et faire mûrir des projets. Les exemples sont légion. Ils démontrent, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas de déterminisme géographique absolu, pas plus que de déterminisme économique fatal. Comme le souligne Gérard-François Dumont, l'aménagement du territoire a donc besoin d'une doctrine qui balaie l'idéologie de la concentration qui ne pense qu'à centraliser le pouvoir politique, économique, culturel et médiatique au sein d'un nombre limité d'espaces. Au contraire, il est temps d'expliquer qu'il n'y a de fatalité pour aucun territoire, même pour les plus enclavés. La richesse de la France est notamment sa mosaïque de territoires. Une nouvelle politique d'aménagement du territoire doit d'abord contribuer à faire des territoires de la France des territoires de projet. Mais pour cela, il faut briser les dogmes, faire preuve de curiosité intellectuelle et d'innovation, ouvrir le droit à l'expérimentation et au bout du compte faire de l'aménagement du territoire une grande ambition qui saura concilier compétitivité et solidarité, qui générera le progrès pour tout l'espace français. Métropole et espaces ruraux. Réinventer la mixité territoriale ? L'exemple clermontois. Par Laurent Rietor, professeur de géographie à l'Université Clermont-Auvergne, directeur de l'Institut d'Auvergne du développement des territoires UMR Territoire, F63000 Clermont-Ferrand, France. Il n'est pas nécessaire de revenir sur l'affirmation du rôle des métropoles et sur la réforme des régions, ainsi que sur l'accroissement de leurs responsabilités. Toutefois, l'acte 3 est loin d'être aussi monolithique que d'aucuns peuvent l'affirmer et comporte quelques ressources pour soutenir le développement local et les territoires ruraux. En quelque sorte, la face cachée de l'acte 3. Claude Devesse, 2017. Toute métropole, définie comme une très grande ville, qui s'exprime par la taille de sa population et celle de l'agglomération qu'elle anime, par son poids économique, politique, social et culturel ainsi que par son pouvoir d'attraction et de diffusion, Marcel Roncaiolo, s'insère dans l'espace avec des réseaux d'importance nationale ou mondiale. De même, si le processus de métropolisation s'inscrit dans des logiques d'échelle planétaire, la question des interrelations entre ces grandes agglomérations et leur arrière-pays rural proche mérite d'être abordée. En effet, les interactions entre développement des territoires à plus faible densité et faits métropolitains sont devenues peu à peu une préoccupation des politiques publiques. Observant un processus mondial, la France s'est engagée dans une réforme territoriale, caractérisée par un double mouvement de renforcement du rôle de l'échelon régional, malgré ses faibles moyens financiers comparativement à d'autres voisins européens, et des grandes villes visant ainsi un couple région-métropole. Pour autant, les inquiétudes ne manquent pas sur les risques d'une accentuation des inégalités socio-spatiales et d'un décrochage des ruralités. Même s'il est fréquent et caricatural d'opposer les grands centres urbains à leur périphérie, il convient à présent d'aller plus loin en suggérant aux villes métropolitaines de s'intéresser à leur périphérie, c'est-à-dire à leurs territoires adjacents. Gora-Gobin 2019. Quelles sont les conséquences de la métropolisation institutionnelle en cours sur les territoires ruraux ? Quelles formes de partenariats émergent et comment les renforcer ? Nous tenterons d'aborder ces questions à partir de l'exemple de la jeune métropole de Clermont-Ferrand. 1. Métropolisation et nouvelle lecture des relations urbain-rural. À une question ancienne. La question des rapports entre ville et campagne est une préoccupation constante pour les géographes dans les pays anciennement industrialisés, comme dans les Suds. Ces relations sont pensées en termes d'opposition, de paysage, de fonction,
de catégorie sociale, etc., même si des complémentarités existent. La campagne approvisionne les cités, constitue un réservoir de main-d'œuvre et peut être dominée par une propriété foncière citadine, Dugrand 1963. Parfois, la ville est le lieu de résidence des paysans, tandis que la campagne accueille en retour des citadins pour des pratiques de loisirs. Des régions urbaines se dessinent, englobant des campagnes marquées par la diffusion du bâti, les innovations techniques ou agronomiques. Dans sa thèse de 1949, Max Desruaux montrait déjà comme toutes les périphéries urbaines de Clermont-Ferrand enregistraient d'intenses migrations de travail en lien avec la manufacture Michelin. Cars et camions déversent sur la ville, à chacune des 3 relèves de l'usine, 5h, 13h, 21h, des centaines d'ouvriers. Et un genre de vie mixte, celui de l'ouvrier paysan. À l'échelle des campagnes d'Europe occidentale, dans un article fondateur, Étienne Juillard, 1961, distingue la ville classique rentière du sol, la ville insulaire industrialisée qui accentue le divorce avec son arrière-pays, rural, et la ville urbanisante de la Suisse et du Benelux qui réalise les conditions optimales d'un mieux-être général. Mais durant cette période pour Monique Poulot, 2018, les campagnes sont devenues des réservoirs de main-d'œuvre à l'heure de l'exode rural, des sources d'approvisionnement des villes, voire des lieux de loisirs au service des citadins. Elles sont conçues comme des espaces au service des villes si bien que les solidarités avec la ville semblent peu à peu se dissoudre. Ces mêmes années 1960 sont aussi celles où la question des métropoles est introduite dans les politiques publiques françaises, notamment pour équilibrer le poids de Paris, mais aussi pour impulser le développement régional. Les rapports Autreux, Lecourt et Rochefort, 1963 sur le niveau supérieur de l'armature urbaine française, puis Autreux, Rochefort, 1964 sur la fonction régionale dans l'armature urbaine française permettent à la DATAR d'identifier et de soutenir 8 grandes agglomérations, désignées comme métropoles d'équilibre, Lille-Roubaix-Tourcoing, Nancy-Metz, Strasbourg, Lyon-Grenoble-Saint-Étienne, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes-Saint-Nazaire. Il s'agit bien de définir une hiérarchie avec des critères multiples. Existence de services rares ou de haut niveau technique, importance de la population, degré de spécialisation des services, mais les dynamiques et les flux qui organisent les territoires sont moins abordés. Cette liste de métropoles suscite des réactions Cohen 2002, et 4 autres villes sont ensuite ajoutées, Rennes, Clermont-Ferrand, Dijon, Nice. En tout cas, comme le souligne Daniel Béard 2019, cette période qui installe le couple région de programme et métropole d'équilibre, introduit une rupture dans le paysage institutionnel et révèle bien la pensée modernisatrice animée par la DATAR. À partir des années 1970, le thème des relations ville-campagne est renouvelé avec 2 grands types de courants. D'un côté, certains chercheurs insistent sur l'idée d'un continuum fondé sur la diffusion de la ville dans des campagnes désormais dominées sur le plan technique, démographique, fonctionnel, voire idéologique. Nous sommes dans la grande phase de constitution des espaces périurbains autour des villes, et le recensement de 1975 semble annoncer un renversement historique avec des soldes migratoires désormais positifs dans les campagnes proches des villes et gagnées par le bâti résidentiel. On parle d'annexion et d'urbanisation des campagnes. Le rural est au mieux interstitiel, résiduel, face à une modernisation urbaine qui consomme l'espace. Si d'aucuns soulignent des gradients socio-économiques ou démographiques entre la ville et des campagnes dites profondes, les déterminants sont clairement urbains. On devine les présupposés idéologiques sous-jacents. Le progrès et la modernisation sont en ville tandis que le rural est symbole d'archaïsme, de retard, de développement, de handicap multiples. De l'autre côté, certains géographes réagissent vigoureusement pour souligner au contraire la spécificité des paysages agrestes, la diversité des pratiques sociales, les variations de densité, de catégories socio-professionnelles, d'activités ou d'usages. Béquezer ou N. Mathieu décèlent surtout la montée en puissance d'imaginaires revalorisant les campagnes. D'autres chercheurs remettent également en cause la coupure ville-campagne, en montrant la pénétration des influences urbaines dans le monde rural. La ville est alors créatrice de campagne, et parfois la persistance du rural dans la ville, dans les pratiques agricoles urbaines comme dans les constructions sociales. Face à la diversification des usages, aux nouvelles articulations entre lieux de résidence et de travail, aux appartenances multiples, les liaisons se renforcent, notamment dans les espaces périurbains des pays occidentaux, ces tiers espaces Martin Vanier,
lieu d'interface de transition, marqué par d'importantes mutations socio-économiques et permettant de penser, voire de repenser la ville contemporaine. Poulot 2018. Le débat est ouvert sur la délimitation du rural et l'émergence de nouvelles campagnes, sur les mécanismes d'échange plus équilibrés et les processus de mobilité qui les alimentent, sur les hybridations en cours, les compromis en voie de formalisation sur les enjeux alimentaires ou fonciers par exemple, mais aussi sur les convoitises et conflits. C'est dans ce contexte que le renforcement de la métropolisation, ou les nouveaux périmètres institutionnels ou de projets constituent des espaces de choix pour l'étude de ces récentes mises en relation. B. Du processus de métropolisation à l'affirmation politique de la métropole. Dès l'Antiquité grecque, le terme métropolis désigne la ville-mère qui rayonne en direction de ses colonies et dépendances. Pour autant, la définition scientifique et institutionnelle du terme est tardive en France, vue comme une ville majeure qui domine un territoire, régional ou national, par son poids et l'étendue de son rayonnement. La métropole concentre des structures de commandement économique, en particulier les sièges des grandes entreprises multinationales et les bureaux des sociétés financières et des firmes de services aux entreprises. Si au niveau local, elle est autonome pour les demandes usuelles de services de ses habitants et de sa région, elle s'insère par contre dans des réseaux d'importance nationale ou mondiale et elle bénéficie d'échanges multiples avec les autres métropoles. Différents éléments distinguent les métropoles des autres agglomérations. De fait, la métropolisation est un processus de concentration de valeur à l'intérieur et autour des villes les plus importantes, ce qui les rend toujours plus attractives. Elle porte un double mouvement spatial. Une concentration des richesses, des hommes, des capitaux, des savoirs, des techniques. Une extension géographique avec un étalement du bâti. Une diffusion des populations et emplois dans les zones périurbaines. Une multiplication des flux et un risque de ségrégation socio-spatiale, voire de satellisation du territoire périphérique. Cependant, ce schéma centre-périphérie est relativisé avec des marges urbaines qui s'autonomisent voire qui sécrètent de nouvelles polarités, tandis que les relations avec les arrière-pays, périurbains et ruraux, sont repensées, de sorte que la métropole apparaît comme un espace non pas vertical, mais de plus en plus multipolaire. Il s'agit donc non seulement d'un enjeu de collaboration entre échelles et niveaux territoriaux, mais aussi d'un défi pour engendrer des effets d'entraînement et initier des dynamiques collectives. Sur le plan institutionnel, rappelons que la métropole est ainsi devenue un nouveau modèle d'établissement public de coopération intercommunale créé par la loi du 16 décembre 2010, mais surtout conforté par la loi du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, loi MAPTAM. L'idée du législateur est bien alors d'inscrire la France dans la compétition mondiale avec des villes plus fortes et plus visibles, Pillet, 2015, dotées de compétences nouvelles ou renforcées en matière de développement territorial. Cette loi a décidé, d'une part, la création des métropoles de Paris, d'Aix-Marseille et de Lyon, et d'autre part, le développement des métropoles moins peuplées, complétant leur statut par davantage d'intégration intercommunale. Ainsi, 12 métropoles ont été créées: Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Brest, Nancy et Toulouse, avec des compétences en matière de développement économique, d'innovation, de transition énergétique ou de politique de la ville, avant qu'un amendement au projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, voté en décembre 2016 élargisse encore ce cercle à 7 nouvelles agglomérations: Dijon, Orléans, Saint-Étienne, Toulon, Metz et Clermont-Ferrand. Il est surtout important de souligner qu'entre ces deux lois, la définition de la métropole évolue pour faire explicitement apparaître son rôle dans le développement régional. Au contour de 2010, la métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité ROR, regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité. S'ajoute en effet l'objectif assigné en 2014 aux métropoles, de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation,
dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré. Au final, le législateur confie donc aux métropoles la responsabilité d'organiser la cohésion et la solidarité aussi bien à l'intérieur de leur périmètre administratif que dans un système territorial plus large, qu'il soit régional, national ou européen. Ajoutons que la loi MAPTAM reconnaît aux métropoles un nouveau rôle de co-construction des schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises, SRDEI, et d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, SRADDET. Rappelons aussi que dès 2010, les communautés urbaines de France avaient soutenu la création des pôles métropolitains, loi du 16 décembre 2010, dite de réforme des collectivités territoriales, RCT. Ces syndicats mixtes permettent à des EPCI de coopérer, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. À noter la possibilité de déléguer certaines actions, terme plus restrictif que celui de compétences, à un pôle métropolitain, en sus des transferts de compétences classiques. En outre, alors que seuls des groupements à fiscalité propre pouvaient adhérer à un pôle en vertu de la loi RCT, la loi MAPTAM permet qu'à la demande du comité syndical, une région et ou un département sur lequel se situe le pôle puisse en devenir membre. Une trentaine de structures a ainsi vu le jour, très souvent organisées autour des métropoles. Enfin, le pacte État-métropole, conclu en 2016 entre les présidents de métropole et le Premier ministre, a renforcé ce processus en proposant que chaque métropole élabore avec un ou plusieurs territoires environnants un contrat de coopération métropolitaine centré sur de grands enjeux partagés, mobilité, logement, environnement, production alimentaire. C'est des effets discutés. Le choix de conforter les métropoles a suscité de très riches débats. Thor, Bourdin 2015. Si les effets de polarisation et de redistribution démographique ne sont guère contestés, Vels 2014, Davzi, Pêche 2014, les conséquences en termes économiques, sociales ou géographiques sont davantage discutées. Ainsi, l'observation empirique montre que certains pays d'Europe ne concentrent pas nécessairement leurs innovations dans leurs métropoles et capitales, Baudel, 2012, et qu'il n'y a pas toujours de corrélation directe entre la croissance métropolitaine et le dynamisme régional, Bourdeau-Lepage, 2015. Les scientifiques se heurtent aussi aux limites de l'outil statistique ou des cadres spatiaux retenus pour mesurer les conséquences du phénomène de métropolisation, ou à l'occultation des dynamiques de développement dans les zones non métropolitaines, Bouba Olga Grossetti, 2018. Le fait d'englober les zones périurbaines diffuses, de plus en plus vastes et parcourues par les mobilités généralisées des actifs permet-il encore de mesurer les dynamiques des métropoles ? La question qui est posée est aussi de savoir jusqu'à quel point la concentration en population et équipement est-elle soutenable ? Et quand devient-elle contre-productive ? Stress, pollution, congestion des transports, pénurie de logements, ségrégation socio-spatiale, étalement urbain, incontrôlé ? Les métropoles n'exacerbent-elles pas les inégalités sociales et spatiales ? Par ailleurs, le modèle qui assure les succès des métropoles, concentration des populations et fonctions, multiplication des flux, suppose des coûts élevés de dépenses publiques, des infrastructures performantes favorisant leur accessibilité, une solide volonté politique de rééquilibrage et de partenariat interterritorial, d'importantes dépenses énergétiques sans parler des externalités négatives ou coûts de congestion liés au fonctionnement de ces concentrations urbaines. Ce modèle peut donc être remis en cause et surtout les effets bénéfiques des métropoles sur leur hinterland, redistribution de richesses et d'emplois, s'atténuent avec l'éloignement et reposent sur des financements publics dont l'avenir est incertain. Ne doit-on pas alors s'inquiéter pour les habitants des territoires les plus éloignés des grandes villes ? Une des questions territoriales les plus souvent débattues est celle des conséquences de la métropolisation pour les espaces voisins à plus faible densité qu'il s'agisse de zones périurbaines, de villes intermédiaires ou de campagnes plus éloignées. Ainsi, pour certains auteurs, le modèle métropolitain délaisserait-il toute une France périphérique, Guilhuy, 2014, même si les territoires situés à l'écart des écosystèmes métropolitains sont loin d'être uniformément en déshérence et présentent des enjeux différenciés. Or justement, ce concept de métropolisation ne peut ignorer l'essor des mobilités,
les nouvelles formes de territorialité en réseau, Vanier 2015, les collaborations entre acteurs publics et privés, mais aussi les ferments d'innovation sociale y compris dans les zones peu denses. En outre, ces périphéries, villes intermédiaires et zones peu denses possèdent des atouts et ressources qui font défaut aux métropoles. Le foncier et le logement y sont moins onéreux, la proximité à la nature et au patrimoine est recherchée, des circuits courts alimentaires peuvent s'organiser, etc. Il est donc important de saisir l'autre direction des interactions en étudiant quel rôle les territoires ruraux peuvent jouer sur les dynamiques métropolitaines, en fonction de leurs bases économiques, de leur dynamique socio-démographique, de leur modèle de développement des activités économiques. Rappelons que d'après la nouvelle grille communale de densité élaborée par l'INSEE, les zones peu ou très peu denses réunissent plus de 36% des actifs occupés français et confirment leur attractivité, Riotor 2017. Elles décrochent même des taux de croissance démographique élevés, souvent supérieurs aux espaces densément peuplés que ce soit sur la période 1999 à 2010, plus 1,1% an pour les communes peu denses, plus 0,7% an pour les communes très peu denses contre plus 0,42% an et plus 0,48% respectivement pour les communes densément peuplées et de densité intermédiaire, ou sur celles moins favorables. De 2010 à 2015, plus 0,61% an pour les communes peu denses contre plus 0,46% an pour les communes de plus forte densité, mais seulement plus 0,13% an pour les communes très peu denses. L'attractivité migratoire touche fortement les zones peu denses du périurbain voire du rural éloigné, et ce, malgré le ralentissement observé depuis la crise de 2008 et alors que les communes densément peuplées sont souvent répulsives. Entre 1999 et 2008, le solde migratoire moyenne est 2 fois supérieur dans les zones peu ou très peu denses, plus 1,09% an contre plus 0,45% dans les zones denses. Entre 2010 et 2015, il reste légèrement supérieur, plus 0,55% an contre plus 0,46% an. Sur le plan économique, l'emploi rural s'accroît, en profitant notamment de la redistribution des activités de production d'une part, mais surtout de la montée en puissance des activités attachées à la demande résidentielle et peu ou pas exposées à la mondialisation d'autre part. Certes, si on comptabilise ces emplois à la commune de résidence, les chiffres sont plus élevés car une partie des actifs qui résident à la campagne sont en fait des migrants pendulaires dont le poste de travail se situe dans les pôles urbains. En observant les emplois au lieu de travail sur la période 1999 à 2010, les taux de croissance de l'emploi sont un peu plus élevés dans les communes denses, plus 1,27% an que dans les communes peu denses, plus 1,05% an. Mais à l'exception des zones très peu denses, moins 0,33% an, le bilan reste favorable et une grande partie des ruralités contribue donc à la croissance globale des emplois. Évidemment, depuis 2008, la contraction de ces derniers frappe l'ensemble du pays. Mais paradoxalement, les communes peu denses résistent mieux et sont en très modeste croissance, alors que les communes denses et de densité intermédiaire perdent des emplois. Au final, si les économies d'agglomération jouent à plein dans les métropoles, il n'en reste pas moins que les investissements en capital humain, financier ou technologique en leur sein deviennent extrêmement coûteux. Par opposition, dans les espaces ruraux, des atouts souvent ignorés relèvent de la dimension relationnelle, les liens de confiance, de la diffusion malgré ses lenteurs, des équipements numériques, des aménités recherchées par les citoyens, avec des coûts du territoire modérés, mais aussi évidemment des effets d'entraînement des grandes agglomérations. Certains territoires ruraux voient ainsi se déployer des systèmes productivo-résidentiels, Davzy Talandier, 2014, qui viennent conforter les aires métropolitaines et il est donc important d'étudier les logiques de réseau et d'interdépendance entre les espaces densément urbanisés et zones périphériques. L'exemple clermontois permet d'approfondir l'analyse. 2. Une mise en relation embryonnaire. Exemple de la métropole clermontoise. Issue d'une communauté d'agglomération instituée en 1999, puis d'une communauté urbaine constituée un an plus tôt, Clermont-Ferrand est donc devenue une métropole de plein exercice au 1er janvier 2018 sous le nom de Clermont-Auvergne Métropole. Envisagez les interactions de cette métropole de taille moyenne, 288 000 habitants, 21 communes, avec son arrière-pays rural,
suppose à la fois de raisonner à différentes échelles, métropole elle-même, aire urbaine plus large, et de comparer avec d'autres agglomérations proches géographiquement ou de taille voisine. Il est aussi tentant de mesurer les évolutions récentes liées à la perte de statut de capitale régionale, avec la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes au 1er janvier 2016, même si la tâche demeure encore difficile faute de données des statistiques suffisamment récentes. A des dynamiques métropolitaines à conforter. Nous n'insisterons pas sur les différentes formes d'influence socio-démographique de la métropole clermontoise sur les campagnes proches. Les cartes montrent son impact sur tout un arrière-pays, situé entre 45 minutes, sur les marges montagneuses de l'Ouest ou du Livradois, et 1 heure de route. L'évolution annuelle de la population depuis 1999 confirme l'essor démographique et une croissance sensible des périphéries, qui s'exprime bien au-delà des 21 communes du périmètre de la métropole, pour concerner toute l'aire urbaine voire davantage vers le nord, en direction de Vichy, vers l'est Limagnais et vers le sud, où Issoire prend le relais, figure 1. Le phénomène centre-périphérie se retrouve sur le solde migratoire et plus encore en matière de solde naturel. L'excédent de naissance s'observant nettement à l'échelle de la métropole, cœur et marge périurbaine rajeunies, par opposition aux communes rurales plus éloignées, figure 2. Le phénomène de diffusion de population à partir du cœur métropolitain est donc incontestable. On retrouve les mêmes dynamiques en matière d'emploi avec des gains assez nets sur ces communes périurbaines, même si le bilan est contrasté selon les communes, figure 3. Figure 1. Évolution totale de la population dans le Puy-de-Dôme depuis 1988. Source INSEE-RP. Figure 2. Évolution totale de la population dans le Puy-de-Dôme depuis 1988. Solde naturel et solde migratoire. Source INSEE-RP. Figure 3. Évolution de l'emploi au lieu de travail dans le Puy-de-Dôme, 2010 à 2015. Source INSEE-RP. En réalité, ce sont surtout les échanges qui se renforcent au sein de l'aire métropolitaine depuis une quinzaine d'années, et ce dans 3 dimensions principales. Les déplacements domicile-travail avec des flux importants puisqu'environ 25% des emplois sont situés dans la couronne du pôle clermontois, contre 20% à Lyon et 15% à Grenoble par exemple, tandis que d'autres échanges se font avec les aires urbaines voisines d'Issoire, Vichy, tiers territoires réunis au sein du pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne. Les migrations résidentielles pour les ménages qui déménagent. Quelques transferts d'établissements pour les entreprises. Cependant, dans le détail et en comparaison avec d'autres métropoles, les statistiques, voire tableaux ci-dessous, montrent à la fois qu'une évolution démographique est chaotique. Les années 1980 à 1990 étaient peu défavorables. Le renouvellement s'est surtout opéré à partir des années 2000 et jusqu'à la fusion Auvergne-Rhône-Alpes. Une faiblesse du solde naturel, vieillissement et modeste fécondité des territoires voisins, en comparaison avec Grenoble ou Tours même si le solde migratoire est supérieur sur l'aire urbaine et la métropole clermontoise. Sur le plan des emplois, la croissance est réelle à l'échelle de l'aire urbaine, voisine de Grenoble et même supérieure à Tours et Nancy, mais plus modeste si l'on considère le seul périmètre de la métropole. Au total, les effets d'entraînement semblent plus discrets que les métropoles de l'Est, Grenoble, Lyon, dans un contexte, il est vrai, de territoires ruraux voisins plus fragiles. L'aire clermontoise est plutôt bien positionnée pour les emplois stratégiques, avec une forte croissance de ces derniers entre 1999 et 2015. Mais là encore, ce taux d'emploi supérieur demeure en deçà de celui des métropoles nationales et le bilan s'est très certainement détérioré avec la perte du statut de métropole régionale. Tableau 1. Comparaison des dynamiques démographiques de quelques aires urbaines. Source INSEE-RP. Tableau 2. Comparaison des dynamiques démographiques de quelques métropoles. Source INSEE-RP. Tableau 3. Comparaison des dynamiques de l'emploi. Source INSEE-RP. Ce bref bilan statistique et cartographique confirme que l'opposition entre métropole et zones périurbaines ou rurales est stérile, car les dynamiques actuelles montrent surtout l'importance de la relation et des flux entre les espaces, la diffusion des populations et emplois en périphérie, les logiques de réseau et d'interdépendance. On note également que les dynamiques positives observées à l'échelle de l'aire urbaine clermontoise, notamment dans ses communes périurbaines et rurales,
ne bénéficie pas complètement à la métropole institutionnelle dont le périmètre est demeuré modeste puisque seulement 60% de la population de l'aire urbaine est comprise au sein de Clermont-Auvergne Métropole. La situation n'est pas très originale à l'échelle française où un très petit nombre de métropoles collent à leur aire urbaine, tableau 4. Mais Clermont reste toutefois dans le bas du tableau, faute d'avoir regroupé notamment des intercommunalités voisines, Rion-Limagne et Volcan au nord, Mont-d'Arverne Communauté au sud, Billom Communauté à l'est. Tableau 4. Le poids démographique des métropoles françaises par rapport à leur aire urbaine source, INSEE 2015. B. Des relations interterritoriales en cours d'élaboration. Pour autant, la métropole affiche une certaine volonté de provoquer des coopérations nouvelles avec les territoires environnants. Une enquête menée en 2018 par le CGET, en partenariat avec France Urbaine et l'Assemblée des communautés de France, et à laquelle Clermont-Auvergne Métropole a répondu, permet de dresser un premier bilan. Les services de la métropole ont ainsi repéré au moins 7 types d'actions ou d'études en cours. Partenariat avec le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne comme agglomération porte, dans le cadre d'une convention cadre de 3 ans, sur certaines actions qui intéressent la métropole, protection de l'environnement, mobilité, éducation avec des échanges scolaires, culture, lien avec l'agriculture via notamment le soutien à un marché paysan. Projet déployé au sein du PETRE du Grand Clermont qui fédère 4 intercommunalités, Clermont-Auvergne Métropole, Rion-Limagne et Volcan, Billom Communauté et Mont-d'Arverne Communauté, avec notamment des actions en matière de gestion de l'attractivité et d'urbanisme, SCOT, de régulation des implantations commerciales, d'aménagement artisanal. Plan alimentaire territorial reconnu en 2017 et associant le PETRE du Grand Clermont et le Parc naturel régional Livradois-Forez, 268 communes, avec d'autres partenaires. Région, département du Puy-de-Dôme, de la Loire et de la Haute-Loire, le plan d'action prévoit d'améliorer le taux d'auto-approvisionnement du territoire et d'offrir aux habitants les conditions une alimentation saine, de qualité, accessible à tous, issue de circuits de proximité et contribuant au développement d'une agriculture rémunératrice pour l'agriculteur et respectueuse de l'environnement. 6 grands axes sont travaillés. Foncier, production, transformation, distribution à destination des ménages, approvisionnement de la restauration collective, consommation. Ce projet met clairement en avant les liens entre la métropole et les zones rurales. Le PETRE du Grand Clermont et le département du Puy-de-Dôme sont également engagés sur le projet d'aménagement d'une voie verte le long de la rivière Allier, ce qui permet d'aborder les thèmes de l'environnement, du tourisme et de l'attractivité du territoire. Les EPCI Mont-d'Arverne Communauté, Billom Communauté, Clermont-Auvergne Métropole sont concernés avec des conventions entre partenaires, dont la région et des cofinancements de travaux pour un coût global estimé à 3,5 millions d'euros. Des études et des actions sont également engagées par la métropole à l'échelle du pôle métropolitain, Clermont-Vichy-Auvergne qui rassemble 11 EPCI du grand bassin de vie qui s'étend de Vichy-la-Palisse à Brioude. Les domaines privilégiés portent sur la valorisation de l'axe de la rivière Allier, projet de création d'un observatoire de l'environnement, ou encore timidement sur l'organisation des mobilités. 2 autres partenariats sont enfin lancés d'une part avec le département du Puy-de-Dôme, Mont-d'Arverne Communauté et l'État pour la valorisation du site de Gergovie, archéologie, valorisation touristique et environnementale, et d'autre part avec ce même département, le PNR des volcans d'Auvergne, les communes et EPCI concernés et la région pour contribuer au plan de gestion du bien chêne des Puy-Failles de Limagne, inscrit en 2018 au patrimoine mondial de L'. UNESCO via une convention quinquennale de financement multipartenarial, avec avenant annuel précisant les actions financées. Ce bref récapitulatif montre la variété des périmètres engagés, métropole et de PNR voisins, PETRE du Grand Clermont, pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne,
et des partenariats préférentiels avec le département du Puy-de-Dôme ou les EPCI voisins, et ce jusqu'à Vichy Communauté, même si les échanges semblent encore modestes vers le nord avec Rion-Limagne et Volcan ou Plaine-Limagne. Si l'on compare les thématiques clermontoises avec celles décrites par l'enquête à l'échelle nationale, on retrouve les mêmes entrées en matière d'environnement, même si l'approvisionnement en eau est moins mis en avant par Clermont, de tourisme, d'urbanisme ou d'alimentation, voire d'un peu de partage d'ingénierie. Par contre, la question des mobilités, modifier les modes de déplacement, comme le covoiturage ou le renforcement des transports en commun, est encore peu travaillée, hors périmètre PNR Volcan d'Auvergne, tout comme celle de l'énergie ou du développement économique, filières industrielles, savoir-faire locaux, télétravail par exemple. Les modalités juridiques d'intervention privilégient des conventions, plus souples et souvent assorties d'un plan d'action annuel ou pluriannuel. Si les modalités de suivi de la coopération sont clairement précisées, cette forme n'est pas toujours associée à des budgets importants et comme le rappelle le rapport du CGET, elle ne garantit pas l'effectivité de la coopération ni que celle-ci portera des fruits. Sur d'autres projets, on retrouve des structures dédiées permettant de bénéficier de moyens humains, en ingénierie notamment des syndicats mixtes, PNR, PETR, Pôle métropolitain, mais aussi l'agence d'urbanisme. C'est les conditions d'un dialogue renouvelé. Cette analyse vient confirmer à la fois l'intérêt, mais aussi les limites des coopérations interterritoriales pour des métropoles comme Clermont-Ferrand dont les enjeux d'attractivité et de développement durable doivent se raisonner à une échelle territoriale plus vaste. Certes, de nombreux travaux Mairie Conseil, 2009 et 2013, ont montré la multitude de difficultés auxquelles ces partenariats rural-urbains se heurtent. Opposition de représentation, souvent héritée d'un passé proche ou plus lointain, et méconnaissance mutuelle des problématiques urbaines, périurbaines et rurales, méfiance réciproque et non-dit face à L'. L'évolution possible de la gouvernance, aux relations communes-intercommunalité ou au risque de futurs clivages politiques, partenariats souvent anciens, mais modestes, parfois contraints et mal anticipés dans le cadre des fusions d'EPCI ou des documents de planification et d'urbanisme par exemple, absence de stratégies interterritoriales et prospectives, cloisonnement de l'action publique, complexité des procédures et manque de transversalité y compris dans le partage de l'ingénierie. Mais de multiples défis, localisation et agencement des services, des équipements structurants et des activités économiques, organisation des déplacements entre la ville et les communes environnantes, mais aussi en zone rurale, protection des terres agricoles et adaptation des activités agricoles, gestion des ressources et des déchets, maîtrise de l'urbanisme et du foncier, auxquels les métropoles sont confrontées supposent d'accentuer cette mise en relation. En définitive, les enjeux de la transition écologique qui renouvellent les modes de consommer, de produire, de se déplacer et de vivre ensemble pour répondre aux enjeux de durabilité sont au cœur de ce dialogue urbain-rural. Et les comparaisons avec d'autres métropoles confirment qu'il existe quelques leviers d'action à mobiliser. Un travail de diagnostic prospectif est partagé à une échelle interterritoriale permettant de dépasser les idées reçues et confirmant à la fois les apports des cœurs métropolitains pour les communes moins denses, mais aussi les bénéfices des ruralités pour la dynamique métropolitaine, déploiement des activités économiques, choix résidentiels, organisation des déplacements, circuits alimentaires de proximité, gestion des ressources environnementales, etc. Il s'agit bien d'identifier les complémentarités productives et territoriales, de S'. Interrogé sur la manière de les entretenir et de les accompagner, Bouba Olga 2019. Une progressivité et un pragmatisme dans les partenariats et actions qui doivent s'inscrire dans la durée, en passant par exemple du dialogue organisé sur quelques projets. On a vu notamment que des sujets à enjeux forts comme l'alimentation ou la mobilité facilitaient cette mise en relation, à un dialogue construit autour de stratégies globales et de schémas spatialisés et pluri-acteurs avec des objectifs opérationnels, puis à la mise en place d'un pilotage, d'un management de la complexité et d'une forme de gouvernance urbain-rurale. Cette question de l'émergence de gouvernance plus coopérative demeure essentielle, notamment avec les recompositions territoriales récentes, fusions, extensions de périmètre, qui exigent de prendre en compte les besoins de proximité, physique et numérique, des habitants et usagers. La logique et le bon sens conduisent à s'appuyer sur les entités de proximité existantes, à savoir les mairies, et à déployer une planification locale. Les solidarités financières,
Le partage et la mutualisation de services, d'équipements et d'ingénierie sont également fédérateurs, tout comme le soutien à des initiatives issues de la société civile, en particulier celles qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire. Les besoins d'anticipation, notamment pour les investissements et les infrastructures, et d'animation sont également prioritaires pour faire émerger des projets interterritoriaux. Conclusion. La métropolisation et les réformes territoriales récentes conduisent inévitablement à reconsidérer la relation entre métropole et zones rurales dans le sens de l'interterritorialité que Martin Vanier, 2010, définit comme la recherche de l'efficacité de l'action publique territoriale par la coordination, l'articulation, l'assemblage des territoires tels qu'ils sont. Pour les métropoles, il s'agit finalement de s'inscrire dans une dialectique du supraterritorial, à travers des réseaux de diverses échelles, et de l'interterritorial en favorisant un dialogue et une gouvernance rurale-urbain qui sont au cœur des défis de la transition écologique. L'exemple de la métropole clermontoise montre à la fois une dimension historique dans la construction de ces liens, évolution socio-démographique, morphologie spatiale du périurbain, et les prémices de collaboration interterritoriale. Ceux-ci sont issus d'une prise de conscience du pouvoir politique de la métropole même si les réseaux supraterritoriaux sont aussi largement promus, par exemple via le réseau international des villes Michelin, le réseau mondial UNESCO des villes apprenantes, ou le projet de reconnaissance en capitale européenne de la culture. La construction de cette nouvelle dimension relationnelle suppose une meilleure connaissance du métabolisme et de l'écologie territoriale, Buclay 2011, et une reconnaissance de la richesse des ruralités contiguës, car comme le rappelle Ségora Gobin 2019, le souci des apostrophes. Une complémentarité entre la métropole et ses périphéries ne peut se limiter à la seule lecture de données relatives à la mobilité ou au versement de salaires à des actifs ne résidant pas dans la métropole. Elle devrait se retrouver sur le mode explicite dans les représentations, les débats publics ainsi que dans le partage des compétences d'urbanisme. Références bibliographiques. Baudel-G 2012, Métropole d'Europe et du Monde, l'espace géographique numéro 4, pp 374 am 376. Béard D 2018, Région et métropole, les rivalités territoriales d'un couple moderne, Une métropole en chantier 2, Ambition métropolitaine, réalité territoriale, Berger-Levrault. BOUBAOLGAO, 2019 pour un nouveau récit territorial, collection Les conférences Popsu 32p. BOUBAOLGAO, Grossetti Monsieur, 2018, La mythologie CAM, Comment s'en désintoxiquer, mise en ligne sur AL plus petit que AL 01724699 plus grand que 29 paires. BOURDEAULEPAGEL, 2015, Un millefeuille devenu indigeste, In Big Bang territorial, La réforme des régions en débat, Paris à Collin. Buclay N, 2011, Écologie industrielle et territoriale. Stratégie locale pour un développement durable, Presse universitaire du Septentrion 308p. CGET 2019, Les coopérations interterritoriales zoom sur les coopérations entre métropoles et territoires environnants, CGET France Urbaine, ADCF 16p. CONJ 2002, Métropole d'équilibre, Strat en ligne, hors série, URL, http://journals.openedition.org/strat/556. Davziel et Pechté, 2014, La nouvelle question territoriale, note pour la Fondation Terra Nova 30p. Davziel, Talandier Monsieur, 2014, L'émergence des systèmes territoriaux productivo-résidentiels en France, la documentation française 136p. DERRUAU Monsieur, 1949, La Grande Limagne auvergnate et bourbonnaise, Clermont-Ferrand, Delaunay, 542p. Du Grand R 1963, Ville et campagne en Bas-Languedoc, PUF 638p. GHORRAGOBINC, 2019, Le destin de la ville métropolitaine est indissociable de sa périphérie, métropolitique, URL, https://le-destin-le-ville-métropolitique.eu/le-destin-de-la-ville-métropolitaine-sa-ville-périphérie.html. Guilhuy C 2014, La France périphérique, Flammarion 192p. Juillard E 1961,
L'urbanisation des campagnes, études rurales numéro 49 à 50. Kézerbe, 1989, La Renaissance rurale, à Colin 316 p. Mairie Conseil 2009, Nouvelle gouvernance, nouveau territoire 18 enquêtes sur le dialogue urbain-rural, Mairie Conseil Caisse des dépôts 113 p. Mairie Conseil 2013, Coopérer et décider dans les nouveaux territoires, 10 enquêtes sur le dialogue urbain-rural, Mairie Conseil Caisse des dépôts 65 p. Mathieu N. 2017, Les relations ville-campagne, Histoire d'une question politique et scientifique, L'Harmattan 240 p. Poulot Monsieur 2018, Les relations ville-campagne, quelle recomposition? In les espaces ruraux en France à Colin. Riotorel 2017, La ruralité en France, des potentiels oubliés? Population et avenir, numéro 731, page 4 à 7. RONCAYOLO Monsieur, 1993, Métropole, hier et aujourd'hui, une métropole en déséquilibre économica, page 9 à 17. Torah, Bourdin S, 2015, Big Bang territorial, la réforme des régions en débat, à Colin 358 p. Vanier Monsieur 2010, Le pouvoir des territoires. Essai sur l'interterritorialité, deuxième édition Economica 186 p. Vanier Monsieur 2015, Demain les territoires. Capitalisme réticulaire et espace politique, Herman 2015, 213 p. VELTZP 2014, Mondialisation, Ville et territoire, l'économie d'archipel PUF 288 p. Le processus de création de la métropole de Lyon et du département du Nouveau-Rhône. Par Thierry Debar, professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3. 1. La métropole de Lyon est le fruit de près de 60 ans de coopération intercommunale. Par son statut actuel, elle s'inscrit certes dans un cadre légal national, mais elle présente des spécificités qui peuvent dans une certaine mesure faire d'elle un modèle. 2. En matière d'organisation administrative et de relations entre l'État et les collectivités territoriales, la période contemporaine a été marquée par des mutations assez profondes, malgré la permanence de certaines structures anciennes, les communes et les départements, dont les différents actes de la décentralisation intervenus depuis 1982 sont incontestablement les manifestations principales. L'évolution est parfois un peu brouillonne, comme on l'a constaté assez récemment. Ainsi a-t-on pu voir avec un peu d'étonnement la clause de compétence générale, tour à tour attribuée et enlevée en quelques années à tel ou tel type de collectivité. De même, l'annonce simultanée de la suppression des départements et de l'extension territoriale des régions pouvait-elle apparaître contradictoire, de nature à créer chez les citoyens un sentiment de déracinement. Mais cette évolution comporte également des lignes de force assez durables, le cas échéant antérieur à 1982, telles que l'augmentation des compétences des collectivités décentralisées, ou parmi celles-ci, la montée en puissance des régions, mais sans accepter, sauf outre-mer, le régionalisme politique, ou encore le développement d'organismes supracommunaux destinés à améliorer l'efficacité de l'action publique, même s'il est difficile de prétendre simplifier en créant un quatrième niveau des apostrophes. Administration territoriale, hors État et Union européenne. Les établissements supracommunaux ont été créés dans deux contextes différents. Soit il s'agissait de pallier l'atrophie, que d'ailleurs on aggravait de ce fait, de très nombreuses communes en zone rurale, soit en zone urbaine, le but était d'éviter le développement anarchique d'une agglomération s'étendant sur une pluralité de communes. Ainsi, dans ce second cas, ont été mises en place pour les agglomérations de moyenne importance les districts, qui sont en principe devenus aujourd'hui des communautés d'agglomération, et pour les agglomérations les plus peuplées les communautés urbaines, d'où sont dérivées les métropoles. 3. La loi numéro 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, modifiée à plusieurs reprises, résulte de la volonté du législateur de parvenir à une intégration poussée des grandes agglomérations urbaines grâce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté de nombreuses compétences. Faisant suite notamment au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération lyonnaise, SIVMAL, créé en 1960 et regroupant à partir de 1967 41 communes pour la gestion de l'assainissement et divers autres équipements, la communauté urbaine de Lyon, Courly puis Grand Lyon,
procède de la loi de 1966 comme les communautés de Bordeaux, Lille ou Strasbourg, mais N', est effectivement mise en place, après un redécoupage départemental rattachant au Rhône certaines communes de l'Ain et de l'Isère, que le 1er janvier 1969. Un hôtel de communauté sera alors construit, dans le quartier rénové de la Part-Dieu à Lyon. En 2014, le Grand Lyon réunissait 59 communes, dont depuis 2007 Givors et Grigny sans continuité territoriale. S'agissait-il de conforter la majorité de gauche du Conseil de communauté, composé en dernier lieu de 165 membres. La population concernée était de plus de 1,3 million d'habitants, et le budget avoisinait les 2 milliards d'euros. 4. Les métropoles ont été créées par la loi du 16 décembre 2010 et renforcées par celle du 27 janvier 2014, loi MAPTAM, et du 7 août 2015, loi NOTRe. La transformation en métropole des établissements de coopération intercommunale regroupant 400 000 habitants au sein d'une agglomération de plus de 650 000 habitants devient obligatoire, alors qu'elle n'est que facultative pour les autres. Alors que les communautés urbaines notamment n'ont en principe vocation qu'à gérer des compétences issues des communes qu'elles rassemblent, les métropoles s'en distinguent nettement dans la mesure où elles ajoutent à cette dimension l'exercice de compétences appartenant aux collectivités de rang supérieur, principalement le département, mais aussi la région, ou même à l'État, compétences déléguées en vertu de conventions établies entre les parties intéressées. Certaines métropoles font l'objet de dispositions particulières. Ainsi, le Code général des collectivités territoriales établit, à la suite des règles générales applicables aux métropoles, des dispositions propres aux métropoles d'Aix-Marseille-Provence, AR. L 5218-1 et S, et du Grand Paris, AR. L 5219-1 et S, modifiées notamment par la loi du 28 février 2017. En ce qui concerne la métropole de Lyon, les règles dérogatoires sont majeures, dans la mesure où le statut d'EPCI est abandonné au profit de celui de collectivité à statut particulier, de l'article 72 de la Constitution. Le CGCT lui consacre de substantiels développements, le livre 6 de sa partie 3 relative au département, à la suite des dispositions concernant le département de Mayotte. Le cadre juridique applicable à la métropole de Lyon résulte principalement de la loi précitée du 27 janvier 2014, et des ordonnances numéro 2014 à 1335 du 6 novembre et numéro 2014 à 1543 du 19 décembre, ratifiées par les lois numéro 2015-381-382 du 3 avril. 5. L'adoption de ces dispositions résulte en réalité de l'accord de volonté, intervenu en amont entre M.M. G. Collomb et M. Mercier, respectivement président du Grand Lyon et président du Conseil général du Rhône, jusqu'en 2013, dans la phase de gestation de la métropole. Si l'un est à l'époque un élu socialiste de Lyon, d'opposition dans les municipalités conduites par F. Collomb, M. Noir et Herbard, l'autre est un centriste élu en 1990 à la présidence de l'Assemblée départementale, de tradition réservée à un représentant des zones rurales. Ils s'affrontent lors de l'élection municipale à Lyon en 2001, M. Mercier justifiant alors sa candidature par le fait qu'une part majeure de son activité de président du Conseil général est consacrée à l'agglomération lyonnaise, mais c'est G. Collomb qui est élu maire, fonction qu'il conserve jusqu'en 2017. Après 2001, ils se côtoient dans l'exercice de leurs fonctions locales comme au Sénat où le maire de Lyon siège de façon continue de 1999 à 2017 alors que la présence de M. Mercier, élu en 1995, y est entrecoupée principalement par ses fonctions ministérielles. En 2017, ils font tous deux partie de la majorité présidentielle, d'évidence pour M. Collomb devenu ministre de l'Intérieur, M. Mercier ayant quant à lui appelé à voter pour M. Macron dès avant le premier tour de l'élection présidentielle. 6. L'article L 3611-1 CGCT dispose que la métropole de Lyon est créée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon, et dans les limites territoriales de celle-ci, du département du Rhône. On présentera donc à la suite quelques données relatives à la mise en place de la métropole, puis à la création concomitante du nouveau Rhône, 2, avant de formuler quelques observations sur le paysage local ainsi recomposé, 3. 1. La mise en place de la métropole. À défaut de pouvoir en présenter toutes les facettes,
On se focalisera sur les aspects saillants de ce processus, à savoir la transition institutionnelle à partir de l'ancienne communauté urbaine et la dévolution des compétences. A. La transition institutionnelle. 7. Elle n'a guère posé de problème, dans la mesure où la métropole s'est glissée dans les habits du Grand Lyon. En vertu des articles 33 et 37 de la loi du 27 janvier 2014, l'ancien Conseil du Grand Lyon est devenu le Conseil de la métropole et son président ainsi que les vice-présidents sont restés en fonction. Il a cependant fallu compléter la composition de la commission permanente, qui a fait suite au bureau, ce qui a été fait le 16 janvier 2015, délib. Numéro 2015 à 0001 et 0002. La commission permanente comprend ainsi le président, les 25 vice-présidents, nombre plafonné par la loi, et 19 autres personnalités. Il est à noter que l'article L. 3631-1 a établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de président du Conseil de la métropole et celles de président d'un conseil général ou régional. C'était une manière de valider le cumul des fonctions à la tête de la ville de Lyon et de la métropole, et l'on sait par ailleurs l'opposition constante de M. Collomb à la suppression du cumul entre le mandat parlementaire et la direction des exécutifs locaux. Le Conseil constitutionnel a cependant formulé une réserve d'interprétation à propos de ces dispositions, en estimant que si le maintien de la compatibilité des fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole pouvait se comprendre à titre transitoire, il devait être exclu, au regard du principe d'égalité, que cette compatibilité puisse perdurer au-delà de 2020. Il se trouve que la nomination de M. Collomb au gouvernement l'a contraint à renoncer à son mandat de sénateur, et qu'il a été amené à démissionner des exécutifs locaux qu'il dirigeait. C'est D. Kimmelfeld qui l'a remplacé à la tête de la métropole le 10 juillet 2017. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.